dia a todas e todos. Eu sou Inês Lopes, coordenadora do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília. Dou início a esta aula inaugural do programa de pós-graduação, agradecendo profundamente a presença da professora Sandrine Malien Dubois, da Universidade Aix-Marseille, na França, e das professoras Ana Flávia Barros-Patiot e Karina Oliveira, pela organização do evento. Cumprimento a todos os presentes e, em especial, o apoio simultâneo da tradução neste evento. O tema desta aula especial, que também dá início ao curso organizado pela professora Karina, é sobre mudanças climáticas e biodiversidade, as perspectivas para as próximas negociações. Este é um tema de grande relevância, até porque nas próximas semanas, a partir do dia 31 de outubro, nós teremos a 26ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, que ocorrerá na Escócia. Essa conferência objetiva discutir os próximos passos para a completa implementação do Acordo de Paris, e é o principal fórum multilateral sobre o clima no mundo. Este ano é um ano super importante para as relações internacionais, porque nós temos a volta dos Estados Unidos como protagonista para o debate sobre mudanças climáticas. Além disso, este evento é de extrema importância para o programa de pós-graduação, uma vez que permite e consolida sua internacionalização. E, em razão disso, agradeço imensamente a CAPES-Print pelo apoio financeiro a essa pesquisa científica internacional, contando aqui com a presença da professora Sandrine, e também gostaria de externar meus agradecimentos à Embaixada Francesa por nos possibilitar essa contribuição para a tradução simultânea e também ao apoio da Finatec para a realização deste evento. Parabenizo mais uma vez as organizadoras, a professora Flávia e a professora Ana Flávia e a professora Karina, pela organização deste evento que nos faz abrilhantar esta manhã. Em nome do programa de pós-graduação em Direito desta faculdade, nossos eternos agradecimentos. Muito obrigada e passo a palavra à professora Ana Flávia Patiot. Bom dia a todos, é uma grande felicidade estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a professora Sandrine Malien Dubois pela participação aqui, é uma grande honra, uma grande alegria tê-lo conosco. Agradecer a professora Karina Costa Oliveira pela organização do projeto Print, por tantas outras iniciativas, webinários, artigos, livros, que consolida o trabalho do nosso grupo, que começou com a professora Sandrine há quase 20 anos, não sei exatamente, mas são quase 20 anos aí de debates, pesquisas, de eventos, algumas vindas dela ao Brasil, muitas semanas e muito trabalho aqui com a nossa equipe brasileira, então um agradecimento de coração por todo o esforço da professora Sandrine, inclusive de aprender o português. Queria agradecer ao UNB, ao CAPES-Print, à CAPES, a Finatec, a organização do evento, aos intérpretes, por todo o trabalho. Agradecer também a toda a equipe do GERN, que vem junto com a professora Karina, fazendo um trabalho extraordinário de debate sobre direito internacional, mais especificamente o direito internacional ambiental. Dito isso, o minicurso vem coroar todos esses anos de esforço, do qual eu participei um pouco, com muitas alegrias, muito debate, muita produção científica, alguns estudantes muito bem formados, e dizer que esse curso é mais um referencial teórico para a gente, mais um ponto, uma oportunidade para um debate interdisciplinar entre o direito internacional e as relações internacionais, com um tema fantástico, mudanças climáticas e diversidade biológica, quais são as expectativas, as perspectivas para as próximas negociações,
E eu queria fechar minha fala lembrando que a professora Sandrine publicou há algum tempo já esse livro, não dá para ver muito bem, mas é sobre a diplomacia do clima, mais especificamente na época da COP21, que chama Diplomacia Climática do Rio, 1992 a Paris, 2015. A professora Sandrine publicou junto com o Mathieu Vermeer, e eu recomendo a leitura para os francófonos, porque esse livro é uma obra riquíssima, que fundamenta todo o histórico da evolução das negociações, principalmente do regime do clima, e que permite depois a leitura dos outros livros, artigos e capítulos que a professora Sandrine publicou, para entender melhor o que ela vai falar hoje. Então, desejo à professora Sandrine uma boa aula e deixo todos os meus agradecimentos para os envolvidos nesse projeto que nós sabemos foi um pouco prejudicado pela Covid, mas nós vencemos, e é isso que importa. Então, professora Sandrine, muito obrigada por estar aqui conosco. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, professoras Inês e professora Ana Flávia, pela abertura inicial. Eu vou dar continuidade ainda a essa abertura. Meu nome é Karina, sou professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Então, no mesmo sentido das professoras que me antecederam, eu gostaria de agradecer o apoio da CAPES, no contexto do edital CAPES Print de internacionalização das universidades. Sem esse financiamento, nós não poderíamos realizar esse minicurso e tantas outras atividades ligadas à internacionalização. Então, o projeto conectado a esse minicurso de hoje tem como título Justiça e Meio Ambiente, e estão sendo feitos vários produtos e várias atividades relacionadas a esse projeto, entre eles o minicurso de hoje, cujo título, já foi dito, é Direito Internacional, Biodiversidade e Mudanças Climáticas. Eu queria também agradecer aqui a vice-reitoria da Universidade de Brasília, na pessoa do professor Henrique Uelva e na pessoa da professora Ana Rossi, que incentivaram a organização desse minicurso, auxiliaram a organização desse minicurso, no contexto do Comitê Gestor da Cátedra de Altos Estudos em Ciências Humanas e Sociais da UNB. Então, ficam aqui os meus agradecimentos, além dos agradecimentos especiais à Embaixada Francesa, na pessoa do senhor Olivier Giron, e a Finatec, aqui na pessoa da Aline, que auxiliaram na organização, auxiliaram no contato com a tradução simultânea. Já ficam aqui os meus agradecimentos especiais ao tradutor Wendel Chasley, e queria agradecer também ao grupo de Estudos em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade, pela organização de toda a atividade, agradecer especialmente os alunos de pós-graduação e de graduação, especificamente a Fernanda Castelo Branco Araújo, a Naomi Takara, a Larissa Coutinho, o André Ferraço, a Sara Leal, a Isabela, a Paula, o Iarque, a Natália. Então, um grupo tão ativo e tão constante e que permite que nós possamos organizar esse tipo de atividade, Agradecer também a pós-graduação, tanto do Direito quanto do Instituto de Relações Internacionais, que fazem parte desse projeto, E, finalmente, o agradecimento especial à professora Sandrine Maljan de Bois, que tem sido, como a professora Ana Flávia falou, parceira da Universidade de Brasília e de diversos outros centros de estudo no Brasil. Ela é uma grande entusiasta dessa cooperação e ela constrói tanto a pequena cooperação, por meio de orientação de alunos em doutorado, em cotutela, então extremamente presente em todas as nossas atividades, e é um prazer consolidar essa cooperação com mais um evento. E eu diria que a professora Sandrine Maljan de Bois é um dos maiores nomes em direito internacional ambiental, se não for o maior nome atualmente. Uma das últimas atividades da professora Sandrine foi participar do curso de AIA,
sobre exatamente o tema da biodiversidade no direito internacional ambiental, né? Um dos resultados da sua atividade acadêmica foi esse livro, da mesma forma que a professora Ana Flávia apresentou um livro, eu vou apresentar esse outro também, que é o livro Direito Internacional da Biodiversidade. Então, além de mudanças climáticas, né, a professora tem uma consolidada produção acadêmica na área de biodiversidade. Então, esse minicurso certamente é uma grande oportunidade a todos e todas que se interessam no tema. E a professora Sandrine, duas linhas do CV dela, que é muito extenso, mas ela é pesquisadora sênior do CNRS, que é o Instituto de Pesquisa francês, ela é professora da Aix-Marseille, Université Aix-Marseille e da Sciences Po Aix, é membro de várias associações internacionais, entre elas a International Law Association, assim como do conselho editorial de diversas revistas, como a Revue Juridique de l'Environnement. Ela foi diretora do laboratório CERIC, ligado à Universidade de Aix-Marseille de 2015 a 2017, autora de diversos livros nas temáticas de direito internacional e europeu do meio ambiente, proteção da biodiversidade e mudanças climáticas. Então, agradeço exaustivamente a disponibilidade da professora Sandrine Maljan de Bois de estar conosco, infelizmente, de modo remoto aqui nessa apresentação, mas ela está no Brasil, está em Brasília, então, na prática, ela está presencialmente, mas, infelizmente, em razão da pandemia, o curso teve que ser direcionado para esse modo virtual. Então, passo a palavra à professora Sandrine, a quem eu agradeço por todos esses anos de cooperação e por mais essa atividade aqui conosco. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier toute l'équipe du GERN et de la faculté de droit de l'Université de Brasilia pour cette invitation, en particulier mon amie, la professeure Karina Costa de Oliveira, pour son invitation, pour son accueil et pour son amitié fidèle. C'est toujours un plaisir d'être à Brasilia, même si malheureusement, à cause de la pandémie, ce mini-cours aura lieu par Zoom. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais également remercier Fernanda Castelo Branco et Araujo pour la traduction de ma présentation PowerPoint. Et je voudrais remercier la CAPES qui m'a permis d'être là aujourd'hui et l'ambassade de France pour son soutien financier qui a permis la traduction simultanée de ma présentation, comme cela a été rappelé. Et je voudrais aussi remercier par avance mon traducteur. Donc, nous nous retrouvons pour la première session de ce mini-cours consacré aux enjeux des négociations sur la biodiversité et les changements climatiques. Je voudrais partager mon écran. Voilà. Et donc, pour commencer, et en guise d'introduction, je voudrais rappeler qu'avec le climat et la biodiversité, nous avons deux régimes internationaux qui sont des régimes internationaux absolument cruciaux pour l'Anthropocène et finalement l'avenir de notre planète et probablement aussi de l'humanité. Les scientifiques ont essayé de déterminer une série de seuils, de frontières, de limites qu'on appelle les frontières ou les limites planétaires, qui sont des seuils biophysiques qui recommandent de ne pas dépasser, considérant que si nous les dépassons, nous faisons sortir la planète d'un espace de fonctionnement sécurisé et que nous entrons alors dans des zones incertaines, des zones dangereuses, dans une ère imprévisible. Et on voit sur ce schéma, à droite de la diapositive, les 9 frontières planétaires qui ont été déterminées. Et on voit les frontières pour le climat et la biodiversité qui sont tout en haut. On voit que pour le climat, on est sorti déjà de la zone verte pour entrer dans une zone orange et que nous nous dirigeons vers une zone orange foncé puis rouge. On voit que pour la biodiversité, on est déjà sorti de cette zone orange pour entrer
dans la zone d'alerte rouge. Donc, on est déjà pour ces 2 seuils, selon les scientifiques, sortis d'une zone de fonctionnement sécurisée. Et c'est aussi troublant de voir, mais j'y reviendrai sur ce schéma, que pour ce qui concerne la biodiversité, le seuil a été dépassé bien plus loin que pour le climat, alors que généralement les questions de biodiversité reçoivent une attention politique moindre que celle de climat. Donc, on a l'impression souvent à lire la presse que le climat est l'enjeu numéro 1. En réalité, la biodiversité est un enjeu tout aussi important et tout aussi grave que le climat, sinon aujourd'hui davantage. Donc, je disais, ce sont 2 régimes internationaux. 2 régimes internationaux qui sont, comme les définissent les politistes, des ensembles de normes et d'institutions internationales. 2 régimes internationaux qui sont des régimes extrêmement sophistiqués, qui partent chacun d'une convention internationale et chacun d'une convention internationale qui a été adoptée à Rio en 1992 et qui donc vont fêter leurs 30 ans en 2022. Ce sont 2 conventions universelles ou presque universelles. La Convention sur la diversité biologique qui compte 196 parties, le grand absent de cette convention étant les États-Unis, et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui compte 197 parties. Ces 2 régimes reposent aussi sur 2 organes experts. On parle d'interface entre les scientifiques et les politiques ou les décideurs, qui sont d'une part le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui date de 1988, qui a donc été antérieur à l'adoption de la Convention de Rio sur le climat, et dans le domaine de la biodiversité, la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui a été créée plus tardivement en 2012. On a 2 régimes sophistiqués et 2 régimes élaborés parce que ce sont des conventions cadres, c'est-à-dire des conventions qui ne marquent qu'une première étape dans la coopération internationale et qui ont été chacune complétées par des protocoles. Les protocoles étant de nouvelles conventions internationales indépendantes, c'est-à-dire qu'on peut être partie à la convention sans devenir partie à un protocole, mais qui sont en même temps des textes très liés à la convention cadre, qui est un peu la convention mère, la convention maman des protocoles. Donc, s'agissant de la Convention sur la diversité biologique, a été adopté en 2000 un protocole sur la biosécurité, en réalité sur le commerce international des OGM, auquel a été ajouté en 2010 un protocole complémentaire, c'est-à-dire un protocole au protocole, à la Convention. Ce protocole qui porte sur la responsabilité pour les dommages causés par des organismes génétiquement modifiés, des OGM, et un autre protocole qui a été adopté en 2010, qui est le protocole de Nagoya, qui porte sur l'accès et le partage des avantages issus de l'exploitation des ressources génétiques. Donc, on a là ces 2 protocoles principaux à la Convention de Rio sur la diversité biologique. S'agissant de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il y a eu le protocole de Kyoto en 1997 qui s'est appliqué jusqu'en 2000 et l'accord de Paris qui a pris le relais et qui, lui, a été adopté en 2015, qui s'appelle l'accord de Paris, mais qui en réalité est aussi un protocole, c'est-à-dire qu'on a voulu changer de nom par rapport au protocole de Kyoto pour marquer la rupture. Ce sont donc des conventions cadres complétées par des protocoles et aussi de très nombreuses institutions. Au centre de ces institutions internationales, bien sûr, il y a la conférence des parties qui est annuelle dans le cadre du climat et qui est biennale pour la biodiversité. La COP est l'organe
politique plénier, c'est l'organe le plus important, mais il y a aussi des organes subsidiaires scientifiques, le SEPSTA, l'organe subsidiaire de mise en œuvre, le SBI, ainsi que d'autres organes, comités, organes experts, qui tous contribuent à la mise en œuvre de la Convention. Et puis, il ne faut pas oublier, sur le plan administratif, un secrétariat qui est un secrétariat même très étoffé, s'agissant de la Convention climat, avec plus de 500 personnes. Donc, ce sont des conventions cadres complétées par des protocoles, des institutions. Et grâce à ces institutions aussi, sur le plan juridique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une production massive de ce qu'on peut appeler du droit dérivé, et en particulier à travers les décisions des conférences des parties, qui sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent de faire évoluer le contenu des conventions, d'interpréter le contenu des conventions et des protocoles, et d'en assurer la mise en œuvre et donc contrôler la mise en œuvre. Donc, voilà ces deux régimes, en quelques mots, ces deux régimes élaborés et sophistiqués sur le plan juridique. On a aussi deux régimes qui, on peut dire, sont deux régimes en quête d'effectivité. Que ce soit pour la biodiversité ou pour le climat, on fait le constat aujourd'hui, en 2021, d'une aggravation des menaces. C'est-à-dire qu'on a beau avoir 30 ans d'antériorité avec ces régimes, on a des menaces sur la biodiversité et sur le climat qui s'aggravent. Ceci est attesté par de nombreuses publications scientifiques, mais aussi par les rapports de l'IPBES, la plateforme pour la biodiversité, qui est le GIEC de la biodiversité, et du GIEC pour le climat, en particulier s'agissant de l'IPBES par son premier rapport global d'évaluation mondiale qui a été publié en 2019, et par le GIEC pour ces différents rapports, et notamment le dernier qui est en cours de publication, où on a eu au mois de juillet la première partie du rapport sur les éléments physiques qui a été publié et qui constate véritablement l'aggravation des menaces. Donc, il y a très certainement un besoin d'adaptation juridique, institutionnelle. Donc, ce sont des régimes qui sont en recherche permanente d'amélioration, mais cette recherche permanente d'amélioration rencontre aussi de très nombreux blocages dont nous allons discuter. Pour essayer d'améliorer l'effectivité de ces régimes, ont été élaborés deux accords qui sont des instruments stratégiques. D'une part, l'accord de Paris donc, pour le climat, qui a été adopté en 2015, et d'autre part, et qui est encore en cours d'élaboration, un cadre mondial de la biodiversité qui devrait être adopté l'année prochaine par la COP sur la biodiversité. Donc, dans cette présentation, je voudrais commencer par présenter rapidement l'accord de Paris et les défis actuels des négociations internationales, faire ensuite la même chose dans une deuxième partie pour le cadre de la biodiversité, et puis essayer avec vous de trouver des éléments de comparaison, des éléments communs, des éléments distincts entre ces deux cadres mondiaux. Avoir, pour finir, c'est le quatrième point, une petite réflexion sur la difficulté d'avoir une gouvernance internationale fragmentée en régimes, et notamment avec d'un côté le régime du climat et de l'autre côté celui de la biodiversité, avant de conclure. Donc, s'agissant d'abord de l'accord de Paris. C'est un accord qui a été négocié à partir de 2011 et de la plateforme de Durban, et qui a été adopté en 2015 et qui est entré en vigueur très rapidement, en moins d'une année, en 2016. Sur la forme, l'accord de Paris, c'est un traité, comme je vous le disais, c'est un protocole à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Sur la forme juridique, on peut dire que c'est une forme juridique, là encore, très sophistiquée, parce qu'il y a non seulement cet accord de Paris, qui est un traité,
Mais cet accord, il est complété par un ensemble de décisions de la conférence des parties, notamment la décision de la conférence des parties de Paris qu'il a adoptée et qui contient un grand nombre d'éléments qui permettent de comprendre et d'interpréter l'accord de Paris, mais aussi toute une série d'autres décisions de la conférence des parties qui ont été adoptées par la suite et en particulier sont importantes ici les décisions qui donnent le mode d'emploi, le mode d'application de l'accord de Paris. On parle du rulebook de l'accord de Paris. Donc, un traité, des décisions de la COP, et puis il y a aussi un registre Internet qui est un registre qui recense les contributions des États à l'accord de Paris. Ces contributions, qu'on appelle les contributions nationales déterminées des États ou déterminées nationalement des États, sont les engagements que prennent les États pour mettre en œuvre l'accord de Paris, les objectifs qu'ils se donnent, les moyens qu'ils vont employer pour mettre en œuvre l'accord de Paris, pour le décliner finalement nationalement. Et ces contributions, donc, elles ne sont pas annexées à l'accord de Paris, ne sont pas dans des décisions de la COP, elles sont dans un registre Internet. Et donc, pour comprendre, étudier, analyser l'accord de Paris, il faut à la fois s'attacher au traité, l'accord de Paris, aux décisions de la COP et au registre des contributions des États. Tout cela forme un ensemble. Sur le contenu maintenant de l'accord de Paris, je voudrais insister ici sur 2 points. D'abord, sur le fait que l'accord de Paris pose un objectif ambitieux et ensuite que les obligations qu'il contient sont des obligations qui sont essentiellement des obligations procédurales. Donc, je reviens maintenant sur ces 2 points. D'abord, sur l'objectif. Un objectif qui donc est ambitieux. Vous avez ici, sur la diapositive, les 2 éléments de cet objectif ambitieux. D'abord, s'agissant de l'augmentation globale des températures, l'accord de Paris est venu préciser l'objectif de la Convention cadre de 1992. À l'époque, en 1992, la science du climat était encore à ses débuts. Les États n'avaient pas pu se mettre d'accord sur un objectif chiffré qui serait un objectif qui permettrait de protéger finalement notre planète, notre biosphère et l'humanité. Donc, il a fallu attendre la négociation de l'accord de Paris pour que cet objectif soit fixé. Il est fixé à l'article 2 de l'accord. Donc, vous avez ici le texte. Il s'agit de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés. Donc, ce n'est pas 2 degrés, mais c'est nettement en dessous de 2 degrés. Et ceci est par rapport au niveau pré-industriel, en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 degré, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques. Donc ça, c'est une disposition qui a été négociée de manière très difficile entre les États. À Copenhague, en 2009, les États s'étaient fixés un objectif 2 degrés. Et là, on voit que lors de la COP 21, en 2015, les États sont allés plus loin puisque l'objectif, c'est nettement en dessous de 2 degrés et, si possible, 1,5 degré. S'agissant des émissions de gaz à effet de serre, l'accord fixe également un objectif de long terme qui est indiqué ici, c'est l'article 4. En vue d'atteindre l'objectif de température à long terme, donc, qui est celui de l'article 2 dont nous venons de parler, les parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais. Donc, c'est ce qu'on appelle le pic des émissions dans les meilleurs délais. Et les États avaient discuté d'un pic
2030, en 2040, en 2050. Ce pic n'a pas été chiffré, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement partis, qui ont ici une souplesse, puis opérer rapidement par la suite des réductions, conformément aux meilleures données scientifiques, de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, donc de parvenir à une neutralité carbone au cours de la deuxième moitié du siècle. Donc on voit que là non plus, on ne s'est pas accordé sur des dates, mais ce qui a été très important, c'est que l'accord de Paris a acté et que tout le monde était d'accord là-dessus. L'accord de Paris a acté que le monde allait vers la neutralité carbone avant la fin du siècle. Donc, un objectif qui est ambitieux et qui est d'ailleurs tellement ambitieux qu'il est difficile à atteindre. S'agissant de mettre en œuvre et d'atteindre cet objectif, l'accord de Paris pose essentiellement des obligations procédurales, c'est-à-dire que les États doivent formaliser leur contribution nationale, la transmettre, la préparer, la communiquer, l'établir, la communiquer, et doivent régulièrement l'actualiser. Les parties doivent ensuite prendre des mesures en vue de réaliser les objectifs de ces contributions. Avec cet outil des contributions nationales, on a ce qu'on a appelé un processus ascendant, qui est un processus très respectueux des souverainetés nationales des États, puisqu'on les laisse déterminer librement le contenu de la contribution. Il n'y a pas de contrôle international, il n'y a pas de veto international, il n'y a personne qui peut dire à l'échelle internationale, qui peut dire à un État, ta contribution est insuffisante, ta contribution n'est pas assez ambitieuse, ta contribution n'est pas assez équitable. On a un processus qui a été voulu aussi comme un processus évolutif et avec différents outils qui sont là pour pousser les États à relever sans cesse le niveau d'ambition de leur contribution. Les États peuvent modifier à tout moment leur contribution, mais toujours vers plus d'ambition. Et tous les 5 ans, l'organisation d'un bilan mondial, qui est un bilan au cours duquel on fait une évaluation collective des efforts des États, des efforts agrégés, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout individuel, c'est vraiment une évaluation collective pour vérifier si on est sur la bonne trajectoire, la trajectoire qui est posée par l'accord de Paris avec ses objectifs ambitieux. Et on espère que suite à ce bilan mondial, les États seront poussés à relever le niveau d'ambition de leur contribution. Et ça, le principe, c'est que c'est tous les 5 ans pour la première fois en 2023. Donc, ça, c'est le premier ensemble d'obligations procédurales. Établir, communiquer, actualiser une contribution nationale. Et puis, le deuxième volet, c'est que les États doivent se soumettre à ce qu'on appelle un cadre de transparence qui est posé à l'article 13 de l'accord de Paris. Donc ici, j'ai mis un schéma qui permet de mieux comprendre comment fonctionne cet article 13. Je n'ai pas vraiment le temps d'entrer dans le détail, mais je pourrais le faire durant la discussion si vous le souhaitez. C'est un processus en trois temps qui repose d'abord sur un système des rapports. Les États doivent faire des rapports réguliers et vous voyez que c'est parfois les États doivent, parfois les États devraient. Ces mots ont été soigneusement pesés par les États dans les négociations qui ont conduit à adopter l'accord de Paris. Ça concerne aussi bien l'action des États que le soutien financier, le soutien technologique, à la fois le soutien et financier et technologique donné et le soutien reçu. Et donc, ça repose sur des rapports des États, ça repose sur un examen technique par des experts qui, là, contrairement au bilan mondial, est un examen individuel, et puis un examen multilatéral plus politique
et qui est un examen qui se veut facilitatif. Donc, on n'est pas là dans de la contrainte, même si, malgré tout, ça oblige les États à être transparents. Donc, si on veut résumer, en gros, le principe, c'est que les États décident de ce qu'ils vont faire pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Ils décident librement, ils décident souverainement, mais après, ils doivent rendre des comptes. Il y a une espèce de accountability. Ils doivent rendre des comptes vis-à-vis des autres États parties sur la manière dont ils ont mis en œuvre leur engagement. Donc voilà, c'est pour ça que je dis des obligations qui sont essentiellement des obligations procédurales. Les défis de la COP 26 qui va s'ouvrir dans quelques semaines, ils sont je dirais, de deux ordres. Il s'agit d'abord de l'adoption de certaines décisions qui sont des éléments de ce qu'on appelle le rulebook, donc le manuel d'application de l'accord de Paris, le rulebook pour la majorité a été adopté en 2018, mais il reste quelques points qui sont encore en discussion, qui sont les points les plus délicats sur lesquels les États n'ont pas pu se mettre d'accord et donc les États n'ont pas pu se mettre d'accord en 2018, pas non plus en 2019, et donc qui ont été à nouveau repoussés à la COP 26 qui devait avoir lieu l'an dernier, mais qui finalement aura lieu cette année. Donc, ils sont repoussés de COP en COP. Donc, il est difficile de dire aujourd'hui si ces points seront tranchés ou non lors de la COP 26. Parmi ces points, il y a la question du format des inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Donc, vous allez voir que ce sont des points qui semblent assez techniques. En réalité, ils sont techniques, mais ce sont des points qui ont une importance particulière, qui sont des points clés. Hein. On dit parfois que le diable se cache dans les détails, et c'est le cas ici, notamment pour avoir un accord de Paris solide, costaud. On a besoin que ces points soient tranchés dans ce sens et qu'ils ne soient pas l'occasion finalement de vider de son contenu l'accord de Paris. Donc, le format des inventaires nationaux, comment les États présentent leurs inventaires nationaux, des tableaux communs, des métriques communes, et en particulier pour tous les gaz à effet de serre autres que le CO2. Donc, comment on détermine l'équivalence entre ces gaz à effet de serre et le CO2 en termes de pouvoir réchauffant, et comment tous ces éléments vont pouvoir influencer le bilan mondial qui aura lieu tous les 5 ans. Un autre point important, c'est l'article 6 de l'accord de Paris, qui est la disposition qui porte sur les marchés du carbone. Ici, c'est un des points les plus conflictuels. Les États se disputent sur les règles de comptabilisation des droits d'émission de carbone. Aussi bien dans le cas de l'article 6, paragraphe 2, ce sont les échanges entre les pays, ou article 6, paragraphe 4, ce sont les échanges privés, le marché privé du carbone, dans le cadre d'un nouveau mécanisme qui va succéder au MDP, au mécanisme pour un développement propre, et qui sera un mécanisme de développement durable. Aussi pour savoir comment on transitionne du MDP vers ce nouveau mécanisme. Est-ce que les États pourront utiliser les crédits de Kyoto qui leur restent dans le cadre de ce mécanisme? Certains le souhaitent, d'autres non, car ça pourrait vider vraiment l'accord de son contenu. Comment on définit l'additionnalité? Parce que pour qu'il puisse y avoir ces échanges, il faut établir que ce sont des réductions additionnelles, qui ne sont pas des réductions qui seraient intervenues sans cela. Et puis aussi, un certain nombre de pays du Sud réclament qu'une partie des revenus de ces échanges de carbone puisse aller à l'adaptation des pays du Sud. Donc, est-ce qu'on se mettra d'accord là-dessus? Quel sera le montant? Tout cela est encore en point d'interrogation. Sur les contributions nationalement déterminées, il y a là aussi des discussions sur la possibilité d'avoir un calendrier commun. On ne s'était pas mis d'accord là-dessus à Paris.
avec des contributions qui devraient être réactualisées tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Donc, les États seraient sur des cycles identiques ou tous les 10 ans, mais avec une revue à mi-parcours. Donc, c'est ce qu'on appelle 5+5. Les États ne se sont pas mis d'accord là-dessus, ce qui fait que certains ont des objectifs à 2030, d'autres à 2040, d'autres à 2050, d'autres avant la fin du siècle. Donc, tout ça fait que c'est difficilement comparable. Les efforts sont difficilement comparables. Aussi sur le format du reporting, les tableaux graphiques, des textes, comment les États devront présenter leur mise en œuvre de leur contribution, les informations qu'ils devront donner, leur le champ des informations, la nature des informations. Est-ce qu'on se met d'accord sur des indicateurs communs? Donc, tout cela est encore en négociation. De même que le registre web des contributions nationales est un registre provisoire. Donc, il faudrait aller vers un registre définitif. Les États ne se mettent pas d'accord sur la présentation, ni sur la présentation des communications qui portent plus sur l'aspect adaptation. Il y a des éléments du cadre de transparence qu'il faut encore finaliser, le contenu des rapports à 2 ans des États, le rôle, la composition du groupe d'experts, la manière dont un soutien sera apporté aux pays en développement sur les rapports, le format des rapports s'agissant de l'assistance financière, quelles seront les sources d'information du bilan mondial qui, je vous disais, aura lieu tous les 5 ans. Est-ce que ce bilan mondial inclura des sources d'informations privées, des informations données par les ONG? Donc, en gros, est-ce que ce bilan sera un exercice très technique ou est-ce que ce sera un exercice politique ouvert qui fera une place à la société civile? Les États ne sont pas d'accord là-dessus. De même sur l'impact de ce qu'on appelle les mesures de riposte, donc toutes les mesures qui sont prises pour lutter contre les changements climatiques qui pénalisent certains pays, ou encore sur le financement à long terme avec la nécessité de définir de nouveaux objectifs chiffrés en matière de finances climatiques. Donc, tout ça, c'est un premier élément, un premier enjeu pour cette COP, arriver à adopter ces décisions un peu techniques, mais qui sont des décisions importantes parce qu'elles garantiront la mise en œuvre de l'accord de Paris et la manière dont les États vont rendre des comptes sur leur mise en œuvre de l'accord de Paris. L'autre grand enjeu, il n'y en a que 2, c'est l'augmentation, le relèvement de l'ambition. Les États devaient actualiser ou réviser leur contribution nationale. Ils devaient le faire au 31 juillet de l'année passée. Comme la COP a été reportée, ils ont bénéficié d'une année supplémentaire. Donc, c'était au 31 juillet de cette année. Mais tous n'ont pas transmis leur contribution révisée. Il manque encore une 50aine de pays et des pays importants comme l'Inde et surtout la Chine n'ont pas transmis leur contribution. Si bien qu'à ce jour, les engagements des États, les contributions des États devraient contribuer à une augmentation des gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2010, une augmentation d'environ 16% en 2030 par rapport à 2010. Là où, si on veut atteindre l'objectif le plus ambitieux de 1,5 degré d'augmentation de température en moyenne, il aurait fallu diminuer de 45%. Donc, au lieu d'une baisse de 45%, une augmentation de 16%. De ce point de vue, on attend beaucoup du G20 qui va se tenir à la fin du mois d'octobre et qui regroupe des pays qui représentent 80% des émissions nationales. On espère que ce G20 va s'accorder sur un résultat positif et ambitieux qui va pousser la COP de ce point de vue. Donc, pour terminer sur ce point, il y a une espèce de paquet final, de package deal à construire lors de cette COP, comme souvent lors des COP. Donc, c'est un compromis que les États doivent trouver. Et de ce point de vue, les engagements financiers des pays industrialisés seront extrêmement importants pour qu'on puisse trouver un compromis satisfaisant entre les États du Nord et les États du Sud. On peut
ceci dit, se demander ce qui va se passer après cette COP26, donc, qui aura lieu à Glasgow. On peut s'interroger sur l'évolution du processus, d'abord sur le rôle de ce processus. Ce rôle, c'est d'abord un rôle assez technique, finalement. Ce qu'on attend des COP aujourd'hui, c'est ce rôle de, finalement, comptable, rôle technique. La COP comptable, la COP qui compte, qui contrôle la manière dont les États mettent en œuvre leurs propres engagements, les engagements qui se sont donnés à eux-mêmes, mais dont ils doivent ensuite rendre des comptes. Ça, je pense que c'est un rôle important des COP. Il y a aussi, on en attend aussi beaucoup sur le plan politique. On attend des COP qu'elles maintiennent cette question sur l'agenda international, qu'elles donnent vraiment le momentum pour chaque fois, à chaque COP, le relèvement de l'ambition des contributions nationales. Donc, qu'elles poussent les États vers plus de dynamique. Mais pour ce rôle politique, il n'est pas dit que la COP soit la mieux placée. Il y a d'autres forums de négociation. J'ai mis quelques photos ici sur la diapositive. Le G7, le G20, le Forum des économies majeures ou des sommets sur l'ambition climatique qui sont des sommets ad hoc qui sont convoqués, organisés à cet effet, peuvent être des lieux politiques plus adaptés que la COP. Donc, on peut vraiment se demander quelle va être l'évolution du processus. Est-ce qu'on a encore besoin d'une COP sur le climat qui dure 2 semaines et qui se tient chaque année avec une certaine empreinte climatique, hein. Les critiques ne manquent pas de le souligner. Donc, c'est une question ouverte que j'aimerais pouvoir discuter avec vous. Je voudrais maintenant dire quelques mots du cadre sur la biodiversité, du cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020. Donc, c'est un cadre qui est un cadre en construction, qui est négocié depuis 2018, donc depuis la COP 14 qui a eu lieu en Égypte, et qui devait être adopté lors de la COP 15 l'an dernier, COP 15 qui a été repoussée et qui devrait, dont la première partie s'est tenue la semaine dernière en hybride, mais en grande partie à distance, et dont la deuxième partie devrait se tenir en présentiel à Kunming, en Chine, à la fin du mois d'avril, au début du mois de mai prochain. Il y a un groupe de travail qui travaille à la préparation de ces négociations, qui a tenu plusieurs sessions et qui ont abouti au mois de juillet à un premier projet de cadre mondial. Donc, c'est ce premier projet que je vais discuter avec vous, sachant qu'on n'est pas du tout certain que ce premier projet soit adopté tel quel. C'est même probablement pas ce qui va se passer. Ce projet va être détricoté, retricoté par les États lors des négociations finales, mais on a quand même une idée d'ensemble de ce à quoi ça va ressembler. Donc, comme pour l'accord de Paris, sur la forme, ce cadre mondial de la biodiversité, là, on a au contraire un ensemble de décisions de la COP qui sont programmées, avec une décision centrale qui adoptera le cadre et puis des décisions complémentaires qui viendront compléter ce cadre. Sur le contenu, l'idée, c'est de se mettre d'accord sur des cibles à 2030 et 4 objectifs principaux. Actuellement, il y en a 4, il y en avait 5 qui sont passés à 4. 4 objectifs principaux qui sont des objectifs à 2050, avec l'idée qu'en 2050, on doit atteindre la vision 2050, qui est celle de vivre en harmonie avec la nature. Les objectifs sont dits SMART, c'est-à-dire que ce sont des objectifs qui sont chiffrés, mesurables, contrôlables, insérés dans des calendriers précis, avec l'idée qu'on ait des cycles de 10 ans. Donc,
des objectifs adoptés aujourd'hui, enfin plus précisément demain, l'année prochaine, qui sont des objectifs à 2030, mais avec cette idée que ces objectifs sont des cibles en 2030 pour atteindre les objectifs principaux en 2050. Les objectifs, je vais vous en donner quelques exemples qui sont des objectifs relativement ambitieux. Contrairement à l'accord de Paris, là, on a des objectifs qui sont principalement substantielles, donc des obligations qui sont essentiellement substantielles, là où dans le cadre de l'accord de Paris, on est plutôt sur du procédural. Ils reposent pour leur mise en œuvre sur des outils nationaux qui ne sont pas les contributions nationalement déterminées, mais qui sont les stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité. Et ces stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité qui étaient prévus dans la Convention de Rio à son article 6 doivent devenir petit à petit les contributions nationales à la Convention sur la biodiversité. Et puis, on a un cadre de suivi qui est un cadre qui est beaucoup moins élaboré que le cadre parisien. Je voudrais vous donner rapidement quelques exemples. Ici, vous avez, je vous disais, à 2050, il y a 4 objectifs principaux. L'objectif A est le premier. Donc, je l'ai indiqué ici pour que vous ayez une idée. L'intégrité de tous les écosystèmes est améliorée en augmentant d'au moins 15% la superficie, la connectivité, l'intégrité des écosystèmes naturels. La diversité génétique est sauvegardée en maintenant cette diversité à au moins 90%. Donc ça, c'est l'objectif à 2050 avec des jalons à 2030. Augmentation, c'est le jalon 1.1. Augmentation nette de la superficie, de la connectivité, de l'intégrité des systèmes naturels d'au moins 5%, etc., etc. Donc, il ne s'agit pas d'entrer dans le détail là, du cadre, ce serait beaucoup trop long, ça dépasserait le cadre de cette conférence, mais c'est pour vous donner un aperçu. De même, ici, sur cette diapositive, vous avez un aperçu de 2 cibles qui sont donc des cibles à 2030. La cible 3, qui est, je pense, une cible très importante, veiller à ce qu'au moins 30% des zones terrestres et des zones maritimes, en particulier les zones revêtant une importance particulière pour la biodiversité, soient conservées grâce à des systèmes de zones protégées et d'autres mesures de conservation efficaces, équitables, représentatifs sur le plan écologique et bien reliés entre eux et intégrés dans les paysages terrestres et marins. Donc, à nouveau, ce sont des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents, limités dans le temps, avec donc des chiffrages qui les rendent justement spécifiques, mesurables dans un calendrier défini. Donc, ça paraît magnifique, ça paraît mathématique et très bien conçu. En réalité, quand on creuse un peu, les bases de référence sont fragiles. Donc, dire qu'on va contribuer à 10 gigatonnes par an aux efforts mondiaux d'atténuation sur le climat, ou dire qu'on va augmenter de 5%, de 10% l'intégrité des systèmes naturels ou la diversité génétique, ça nécessiterait d'être d'accord sur des points de départ chiffrés. Ce n'est pas le cas toujours à l'échelle internationale. On n'a pas toujours ces bases de référence, même si grâce à la Convention, il y a vraiment eu un effort de ce point de vue. Et puis, il faut aussi décliner ces objectifs internationaux à l'échelle nationale. Et là, c'est pareil, les États n'ont pas toujours une vision claire de leur biodiversité. Et donc, ces bases de référence, elles sont fragiles. Donc, on a parfois l'impression d'un édifice élaboré, mais qui repose sur, en quelque sorte, des sables mouvants. Et par ailleurs, quand on lit les objectifs, moi, j'ai l'impression qu'il y en a trop, que c'est trop long, trop compliqué, et qu'on aurait intérêt à avoir des cibles moins nombreuses, mais finalement plus claires et plus lisibles pour tous. Donc, l'enjeu pour la COP15, qui va se tenir donc au printemps en Chine, c'est d'adopter le cadre et les décisions complémentaires, des indicateurs, des mécanismes de contrôle, des mécanismes de financement. Donc là aussi, comme pour la COP26 sur le climat, il y a un package deal à
à construire. Et là aussi, il sera très important de voir ce à quoi vont s'engager les pays industrialisés en termes de financement et d'assistance aux pays du Sud. Alors, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, je vais passer plus rapidement sur cette partie de ma contribution, juste pour mettre en évidence des éléments qui, je pense, pourront nous permettre d'avoir ensuite une discussion riche. Donc, si on essaie de comparer ces deux cadres, le cadre sur le climat qui est donné par l'accord de Paris et le cadre sur la biodiversité qui doit être adopté l'année prochaine, je pense qu'on peut mettre en évidence des éléments communs. Il y a un même sens, un même constat d'urgence, un même constat de faiblesse, un même constat d'insuffisance. Le secrétariat de la Convention sur le climat vient de rendre une évaluation dans laquelle il spécifie que si les États ne prennent pas de nouveaux engagements pour le climat, on va vers une augmentation des températures de 2,7 degrés d'ici la fin du siècle. Donc, c'est bien loin de l'objectif posé par l'accord de Paris et ça représente une zone extrêmement dangereuse pour la planète. On voit qu'aujourd'hui, où l'élévation des températures est d'un peu plus de 1 degré, on est déjà entré dans une zone de turbulence et que beaucoup de pays sont touchés déjà par les conséquences climatiques. Donc, 2,7 degrés, c'est un autre monde qui est dessiné. Et s'agissant de la biodiversité, c'est la même chose, même sens d'urgence et même sentiment que les instruments internationaux sont trop faibles, sont insuffisants, avec le rapport de l'IPBES que je citais, du GIEC de la biodiversité, qui nous dit que la biodiversité décline plus vite qu'à aucune autre époque de l'histoire humaine. Donc, un même sens commun de l'urgence, une même faiblesse, une même nécessité d'augmenter les financements. Dans le cadre du climat, l'engagement qui avait été pris à Copenhague et qui avait été ensuite renouvelé à Paris, c'était celui d'avoir 100 milliards de dollars américains par an à partir de 2020. D'après les dernières évaluations en 2019, on était à 80 milliards, ce qui a représenté une augmentation considérable des financements climatiques, mais je pense que le seuil des 100 milliards qui était la promesse des pays du Nord, ne sera pas atteint. Et l'accord de Paris prévoit qu'un nouvel objectif doit être fixé, un nouveau plancher qui doit être bien entendu plus ambitieux. Donc, ça va être un point très difficile lors de la COP 26. Et c'est la même chose pour la biodiversité. Il y a eu des évaluations des besoins et dans le cadre, il y a des chiffres qui sont dans le projet de cadre, des chiffres qui sont donnés, mais les États ne sont pas tous d'accord sur ces chiffres. Et il faut ajouter que le contexte de la pandémie est un contexte peu favorable. D'abord, je pense qu'il y a eu une perte de confiance des pays du Sud vis-à-vis des pays du Nord, avec toute la discussion autour des vaccins, du partage des vaccins. Et puis, il y a un problème financier avec des ressources financières qui sont mobilisées pour lutter contre la pandémie et contre les conséquences de la pandémie. Donc, en d'autres termes, les pays peuvent avoir d'autres priorités que le climat ou la biodiversité. Donc, il y a ici ce risque. Et en même temps, beaucoup d'experts soulignent l'opportunité que représentent les plans de relance qui, post-Covid, qui correspondent à des sommes très importantes, dont une toute petite partie finalement est pour l'instant prévue pour être investie dans le capital naturel. Et c'est très certainement dommage, y compris si on veut prévenir d'autres pandémies. Dans les éléments communs, il y a aussi cette application post-2020, même si pour la biodiversité, à cause du retard pris, ça devrait être plutôt post-2022. Une même approche stratégique, c'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs, et ça, c'est une nouvelle vision finalement du droit international, une nouvelle manière de concevoir le droit international. On peut ici mentionner les ODD, les objectifs mondiaux de développement durable, qui s'inspirent aussi de cette méthode.
où finalement le droit international est là pour fixer un cap, fixer des objectifs stratégiques, de grands objectifs stratégiques, et pas forcément détailler le comment de la mise en œuvre de ces objectifs, de l'atteinte de ces objectifs. On voit aussi que sont articulés des objectifs de moyen terme et des objectifs de plus long terme, avec une discussion donc notamment sur les cycles, la durée des cycles courts, des cycles longs. Dans l'accord de Paris, les États se disputent là-dessus. Les cycles de 5 ans, pour certains, c'est très bien parce que ça permet de faire le point tous les 5 ans et donc de pousser les États à relever tous les 5 ans leur niveau d'ambition. Pour d'autres, c'est trop lourd. Tous les 5 ans, on passe son temps finalement à définir des objectifs, à discuter de ces objectifs. Des cycles de 10 ans sont plus raisonnables. C'est la même chose dans le cadre de la biodiversité où on s'interroge aussi si c'est des cycles de 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire à mi-chemin, à mi-parcours, donc pour à 5 ans déjà faire une première évaluation et ne pas attendre 10 ans pour considérer que les objectifs n'ont pas été atteints et donc il faut changer quelque chose. Donc les deux reposent sur des instruments nationaux de mise en œuvre. Dans l'accord de Paris, les contributions nationales. Dans le cadre sur la biodiversité, les stratégies et plans d'action nationaux de l'article 6. Ce sont aussi des éléments distincts. Je pense que la tension politique, l'atmosphère des COP est très différente. Les COP sur la biodiversité, traditionnellement, sont des COP beaucoup plus décontractées. Les États sont moins crispés. L'atmosphère est meilleure. Dans les COP sur le climat, l'atmosphère est généralement difficile et il y a toujours un moment de la COP où elle se tend, où on a l'impression que c'est la crise, on n'en sortira pas, il n'y aura pas de résultat. Les COP sont prolongées pour d'un jour, 2 jours, jusqu'à 3 jours en fait, pour pouvoir aboutir. Donc, c'est très différent. Même si ces dernières années, la tension politique envers la biodiversité a considérablement augmenté. Donc, c'est un premier élément. Sur la longueur des négociations aussi, dans le cadre de l'accord de Paris, les négociations ont été lancées finalement assez tôt, dès la mise, dès 2005 en réalité, même si formellement c'était 2011. Donc, les États ont négocié pendant une dizaine d'années. Pour le cadre mondial, c'est 3 ans et demi, et encore grâce à la pandémie. Donc, c'est plus rapide. Et finalement, le report donné à cause de la pandémie est assez intéressant parce qu'il a permis d'avancer un peu. Donc ça, c'est un autre élément distinct. La portée juridique, comme je vous l'ai dit, dans l'accord de Paris, c'est un traité. Dans le cadre global, la portée juridique, c'est celle de décision de la COP, qui ne sont pas des décisions obligatoires, donc c'est plus faible. Mais l'avantage, c'est que c'est applicable tout de suite. Les États n'ont pas besoin de ratifier ces décisions de la COP. Et puis, c'est applicable à tous. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. De même, s'agissant de la portée juridique des instruments nationaux, pour les contributions nationales, elle est assez forte. Pour les stratégies et plans d'action nationaux sur la biodiversité, elle est beaucoup moins forte. Les obligations des États sont plus faibles en termes de communication de ces stratégies internationales, de révision, de standardisation, d'alignement des stratégies nationales sur le cadre mondial. C'est la préhistoire par rapport à l'accord de Paris, même si dans le cadre de l'accord de Paris, comme je vous le disais, beaucoup de choses restent à négocier. Bon, j'ai bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. Sur la force des mécanismes internationaux de contrôle aussi, il y a une différence très nette qui vient du fait, je pense, que dans le cadre de l'accord de Paris, on succède au protocole de Kyoto qui avait un mécanisme de contrôle très, très innovant et très, très fort, très contraignant pour les États. Donc, on vient de quelque chose de plus dur qu'on a assoupli. Mais malgré tout, c'est un cadre de transparence qui pourrait être assez solide. Bon, ça dépend des décisions qui seront prises à la COP26, mais ça pourrait être assez solide. S'agissant de la biodiversité, on vient de quelque chose de, au contraire, beaucoup plus mou qu'on essaie de renforcer et les États sont un peu réticents. Donc, ça va faire partie du package deal et c'est très incertain. On ne sait pas
où on va exactement de ce point de vue. Et puis toujours s'agissant du contrôle, c'est le relais dans le contentieux national. On voit que l'accord de Paris a alimenté une vague de contentieux climatiques nationaux, de procès climatiques nationaux, s'agissant du cadre mondial de la biodiversité qui fait suite à des objectifs qu'on a appelés les objectifs d'Aichi. Ça reste encore très marginal, même si en France, il y a un premier contentieux qui a été qui est en cours, qui s'appelle Justice pour le vivant et qui se veut être l'équivalent d'un contentieux climatique. Et puis, c'est également la place dans la gouvernance internationale. Pour l'accord de Paris, c'est une place centrale et presque exclusive parce que c'est le régime principal pour le climat. Pour la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué parce que la Convention sur la biodiversité n'est pas la seule à traiter de biodiversité. Il y a beaucoup d'autres conventions sur la biodiversité, que ce soit à l'échelle universelle, la CITES sur le commerce, la Convention sur les espèces migratrices, la Convention de Ramsar sur les zones humides, la Convention baleinière internationale sur les baleines. Donc, il y a la Convention de l'UNESCO aussi sur le patrimoine mondial. Il y a de nombreuses conventions à l'échelle universelle, de nombreuses conventions aussi à l'échelle régionale. Donc, quand la Convention sur la biodiversité, Convention de Rio, cherche à déterminer un cadre mondial, elle doit faire en sorte de convaincre les autres conventions de l'importance de mettre en œuvre ce cadre mondial. Elle doit essayer de les toucher et ça n'est pas facile. Et une autre différence aussi, et c'est la dernière, c'est sur le succès de ce qu'on appelle les agendas de l'action. Les agendas de l'action ça se présente sous la forme d'un site internet. Donc, pour l'accord de Paris, c'est le site NASCA, qui est la zone pour les acteurs non étatiques, qui est un site dans lequel les acteurs non étatiques, en particulier les entreprises, mais aussi les villes ou des régions, peuvent faire avaliser leur contribution pour le climat, leur contribution à l'accord de Paris. Donc là, je vous ai mis les chiffres. Dans le cadre de l'accord de Paris, ça marche assez bien puisqu'il y a plus de 22 000 acteurs qui se sont engagés à plus de 38 000 actions. La biodiversité veut s'inspirer de cela, mais pour l'instant, il n'y a que 334 engagements qui sont recensés dans le cadre de la biodiversité. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de difficultés dans le cadre de la biodiversité à faire venir les entreprises, notamment, et à les faire s'engager pour la biodiversité que pour le climat. Et donc, le dernier point que je voulais aborder, c'est le fait que, mais on y reviendra plus tard dans ce mini-cours, donc je ne vais pas développer plus avant, mais le fait qu'on ait ces deux régimes, biodiversité, climat, qui soient des deux régimes distincts, autonomes, sans hiérarchie entre les deux, c'est assez problématique parce que ça ne permet pas de traiter tout ce qui est synergie possible entre les deux régimes. Et il y a vraiment une réflexion à avoir de ce point de vue pour que finalement chaque régime puisse contribuer aux objectifs de l'autre. Et là, pour l'instant, c'est aussi la préhistoire. Et donc, pour conclure, juste, je voudrais rappeler les deux objectifs principaux pour moi, les deux enjeux principaux de ces négociations en cours. C'est l'enjeu de l'ambition, d'abord. Et c'est quelque chose qu'on connaît bien en droit de l'environnement, quand on décide d'un seuil, d'un objectif, d'un niveau d'ambition, c'est toujours difficile de savoir s'il faut fixer un seuil très ambitieux qu'on sait qu'on ne pourra pas atteindre, si on fixe un seuil trop ambitieux qu'on ne pourra pas atteindre, est-ce que ça risque pas de décourager? Donc, il y a vraiment le bon niveau d'ambition à trouver et ça, c'est assez difficile. Un autre élément de ce point de vue, c'est le fait que ça progresse. On ne peut pas dire du tout, comme on l'entend parfois, que les COP, ça ne sert à rien. Et, je pense que de manière objective, on peut
noter que ces deux régimes ont eu des conséquences très importantes, politiques, juridiques, bien sûr, économiques, ceci à l'échelle internationale, à l'échelle nationale. Mais c'est vrai que ça progresse trop lentement par rapport à l'urgence. Et de ce point de vue, la pandémie, finalement, est venue, pour les deux régimes, pas stopper complètement, mais mettre un frein aux négociations. Les négociations se sont tenues en ligne jusqu'ici. Et on voit bien que les limites de ces négociations en ligne qui ne permettent pas du tout d'aboutir comme des négociations en présentiel. Et donc, c'est pour ça que dans les deux cas, on a été très attaché à faire en sorte que les COP puissent se tenir en présentiel, que ce soit lors de ces COP que les travaux aboutissent, parce que ça pose des problèmes, ne serait-ce que de connexion dans certains pays. Pour certaines délégations, les connexions Internet ne sont pas suffisantes, parce que ça pose des problèmes en termes de décalage horaire, etc., etc. Donc, c'est très compliqué, en fait, de négocier en ligne. Un autre élément, peut-être pour la discussion, c'est qu'on voit que dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, en fait, on essaie de s'inspirer de l'accord de Paris à plusieurs égards. Mais finalement, l'accord de Paris a été un assez bon succès sur le plan politique, sur le plan de l'environnement et s'agissant de sauver le climat. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on puisse dire que c'est un succès. Je pense qu'on ne peut pas le dire d'ailleurs. Aujourd'hui, peut-être qu'on pourra le dire demain, je l'espère, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, finalement, jusqu'où la CBD doit s'inspirer de l'accord de Paris, sachant que cet accord a ses propres limites, rencontre ses propres limites. Et puis, l'autre enjeu essentiel, c'est celui de l'efficacité. C'est lié, bien sûr, les deux enjeux sont liés. Une efficacité, une mise en œuvre à la fois à l'échelle internationale, où il doit y avoir une appropriation de ces objectifs qui sont posés par tous les acteurs. Et puis aussi, bien sûr, c'est presque le niveau le plus important, l'échelle nationale, une mise en œuvre nationale, où là aussi, il doit y avoir une appropriation par les acteurs. Et de ce point de vue, les mécanismes internationaux de contrôle sont fondamentaux, mais les mécanismes nationaux aussi. Et en particulier, on voit que le juge national, notamment dans les contentieux climatiques, voit son rôle croître dans beaucoup de pays. Voilà, j'en termine en vous remerciant pour votre attention et en me tenant à votre disposition pour répondre aux questions. Muito obrigada, professora Sandrine, pelas excelentes explanações, pela comparação entre os dois processos de negociação. Acho que foi uma apresentação muito clara, muito precisa. Muitíssimo obrigada. E a apresentação suscitou aqui algumas questões dos alunos, dos participantes, e eu tenho uma questão também, acredito que a professora Ana Flávia também tem uma, professora Inês, não sei se gostaria de questionar também, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as questões que foram inseridas lá no slide e votadas também. Nós temos meia hora para esse momento de debate, então eu acho que vai dar para tentar responder todas as perguntas, e aí, professora Sandrine, você pode respondê-las em bloco, ou responder uma por uma, como preferir. Eu vou lê-las agora, depois eu vou passar a palavra à professora Ana Flávia, e depois a palavra à professora Inês, para que também façam suas questões, e aí depois acho que eu passo a você, professora Sandrine, e se precisar eu recapitulo as questões, só para a gente ter uma ideia geral do conjunto de questões. Então, aqui as questões que foram inseridas lá no slide, a primeira questão anônima foi a seguinte: por que a diferença de abordagem para CDB, top-down, e para o âmbito da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, bottom-up? Por que essa diferença de abordagem entre as duas? Essa é uma primeira questão, complementada pela pergunta: quais as consequências práticas dessa diferença? Essa é a primeira questão.
Segunda questão que foi feita por mim é de que modo esses processos de negociação, ou seja, clima e biodiversidade, poderiam ser mais sinérgicos, ou seja, quais são os mecanismos de desfragmentação para aproximar os dois regimes? Essa é a minha pergunta. A terceira anônima: as NDCs já apresentadas pelos países correspondem ao nível de ambição do Acordo de Paris? Elas são suficientes para respeitar o limite de 1,5 graus? E a quarta anônima também: qual a sua avaliação sobre as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? É possível que elas sejam efetivadas dentro desse prazo imposto? Essas são as 4 perguntas. Não sei se seria melhor passar a palavra para você, professora Sandrine, e depois passar para a professora Ana Flávia e professora Inês, ou o que você prefere? Ou eu passo já para elas? Tanto faz? Então, acho que eu vou passar a palavra à professora Ana Flávia, depois à professora Inês, e se precisar eu recapitulo alguma questão, professora Sandrine. Lembrando que todas as questões foram inseridas aqui no chat do Zoom. A professora Inês, você quer que eu leia, professora Inês, ou você fala? Tanto faz. Perdão, Karina, se quiser pode fazer. Eu posso fazer ou você, sem problema algum. Obrigada e parabenizo a professora Sandrine pela maravilhosa aula especial, assim, fantástica e com muitas preocupações. Você quer concentrar nas perguntas? Acho que você já pode fazer, Inês. Aí depois a professora Ana Flávia faz a dela. Pode fazer, já que você já está com a palavra. Desculpa, muito obrigada, Ana. Primeiramente, externar as palavras da professora Karina, assim, foi simplesmente fantástico, né, magnífico, como se diz no francês. E aqui eu trago uma questão mais conjuntural, a partir de uma mudança de postura do Brasil nas relações internacionais em relação ao meio ambiente. E aí, assim, considerando que o Brasil havia assumido compromissos anteriores com relação à emissão de gases de efeito estufa, o Brasil fez um compromisso, né, com as metas em 2015, e no final do ano passado o Brasil apresentou novas metas climáticas para a contribuição nacional determinada, e o que o Brasil fez foi reduzir essas metas de 2015, permitindo um aumento da emissão desses gases de efeito estufa, e as suas metas foram estabelecidas de forma vaga e imprecisa. Considerando que nós teremos a COP26 nas próximas semanas, como é que a senhora vê essa mudança de posição do Brasil, considerando a conjuntura internacional? A senhora acredita que tal medida dificultará o acesso ao financiamento internacional, considerando que o Brasil anunciou que pretende buscar financiamentos na COP? Muito obrigada. Muito obrigada, Inês. Passo a palavra, então, à professora Ana Flávia. Eu também queria começar agradecendo a professora Sandrine pela belíssima aula, que contribui muito para o nosso debate aqui na UNB e no Brasil de uma forma geral. Excelente aula, realmente fantástica. E a minha pergunta é a seguinte: considerando que o regime do clima trata de uma questão global, que tem uma imensa dificuldade a partir de conceitos que apareceram na história das negociações, como das responsabilidades históricas e toda a evolução política das negociações, chegou-se a uma espécie de consenso de que não há mais tempo nem espaço político para ficar discutindo, nós precisamos realmente trabalhar para chegar a algum tipo de solução, né? Há um consenso cada vez mais baseado na ciência
da urgência dos limites planetários e da necessidade de uma ação efetiva no regime do clima. Porém, o clima é global. Como comparar com o regime da diversidade biológica a partir da questão da soberania, haja vista que a CDB se aplica a estados preocupados com a sua jurisdição nacional. Então, a questão é como, é um pouco na linha do que a professora Karina perguntou, na verdade, como pensar em alguma estratégia de negociação que permitisse aos estados pensar na gestão sustentável da diversidade biológica como algo que fosse um bem comum global, que não é o caso. E eu entendo que isso aparece claramente quando nós analisamos as negociações BBNJ, Biodiversidade Além da Jurisdição Nacional, por 2 pontos. Em primeiro lugar, porque os estados querem renegociar vários conceitos e consensos da diversidade biológica, alegando que a CDB se aplica à jurisdição nacional e o que está além da jurisdição nacional deveria ser, então, renegociado. São coisas diferentes. E um segundo ponto é porque tem uma clara mudança de posição de vários países no que concerne à gestão da diversidade biológica como um bem global, como algo imprescindível para a boa saúde do planeta e da humanidade. Então, a minha pergunta é nesse sentido: qual, na sua opinião, seria um mecanismo, uma estratégia, uma iniciativa para tentar unir ou criar sinergias desses 2 regimes, pensando, por exemplo, em propostas que estão aparecendo no quadro do Earth System Governance, por exemplo, de um direito global, de um direito planetário, de impor limites mais robustos à soberania. Eu acho que há várias iniciativas, eu queria perguntar a sua opinião. Obrigada. Obrigada, professora Ana. Então, eu vou passar a palavra à professora Sandrine, porque acho que foram muitas perguntas, né? E depois, se nós tivermos tempo, acredito que teremos. Há mais 2 perguntas que foram adicionadas agora, ou agora no final. Então, vou passar primeiramente a palavra à professora Sandrine e depois eu retomo com as novas perguntas. Merci beaucoup pour toutes vos questions très, très intéressantes et très pertinentes. Donc, sur la première question qui porte sur l'articulation entre le top-down et le bottom-up, c'est vrai que dans le cadre de la CBD, on est peut-être davantage sur quelque chose qui est top-down, donc ça part du haut, on fixe des objectifs, on les précise à l'échelle internationale et ensuite à charge pour les États de les mettre en œuvre, en particulier avec leurs stratégies et plans d'action nationaux. Mais alors que dans le cadre du climat, c'est aujourd'hui différent. Le protocole de Kyoto était davantage vers du top-down, c'est-à-dire qu'effectivement, on pose l'objectif mondial et puis on se partage cet objectif. On a parlé d'un partage du fardeau. Et donc, il y avait dans le texte du protocole ce partage du fardeau entre les États, alors que dans le cadre de l'accord de Copenhague, puis dans le cadre de l'accord de Paris, on attend vraiment que les États déterminent nationalement leur contribution. Mais en réalité, je crois que si la philosophie est un peu différente, ça reste assez proche, puisque dans le cadre de la CBD, on attend finalement que ces stratégies et plans d'action nationaux soient des instruments dans lesquels les États déterminent la manière dont ils vont mettre en œuvre les objectifs internationaux. Donc, on a le top-down et le bottom-up qui se croisent avec un contrôle international, même si pour l'instant, il risque d'être assez limité, donc, qui est encore du top-down. Donc, en fait, c'est des mouvements comme ça. Et dans le cas de l'accord de Paris, c'est pareil. Même si on est dans du bottom-up avec
des contributions nationales qui sont déterminées par les États de manière souveraine, on réintroduit du bottom-up dans la mesure où il y a ce cadre de transparence très fort. Donc, voilà, c'est sans cesse un mélange entre les deux. Je pense que c'est tout à fait normal s'agissant de droit international de l'environnement. Et les deux instruments sont davantage au goût du jour, à la mode d'aujourd'hui, en essayant de prendre en compte, en fait, cette contribution des États. Ça, je pense que c'est sensible dans les deux cas. Parce que quand on a commencé à écrire des conventions internationales de l'environnement, on avait l'impression je pense qu'on avait l'impression que, voilà, il suffisait de poser des obligations à l'échelle internationale, ensuite les États allaient les mettre en œuvre et c'était simple et tout allait marcher. Et puis, il a bien fallu faire le constat quelques années plus tard que non, ça marchait pas si bien et qu'il fallait arriver à articuler le niveau international et le niveau national et que c'était compliqué. Et donc, voilà, ces approches stratégiques, elles sont aussi des approches qui cherchent à réinventer finalement cette articulation entre l'international et le national. Puisqu'à l'échelle internationale, on pose les grands objectifs et puis après, ce sont les États qui disent comment ils vont les mettre en œuvre. Donc, voilà, c'est une certaine manière de voir l'articulation entre l'international et le national. Au niveau international, on pose des objectifs, on pose des obligations de résultats, si on veut parler en termes juridiques. Et au niveau national, les États doivent mettre en œuvre ces obligations de résultats et c'est à eux de déterminer comment ils vont le faire assez librement. Voilà, donc les conséquences pratiques, c'était la question de cette différence entre le top-down et le bottom-up. Je pense que c'est assez limité finalement, parce que les deux régimes tendent petit à petit à se ressembler de ce point de vue. La deuxième question qui était posée était donc une question de la professeure Karina sur comment pour rendre plus synergiques les régimes de la biodiversité et du climat. Donc, je ne veux pas trop développer de ce point de vue parce qu'on va en reparler notamment lors du dernier cours. Mais c'est vrai que c'est un problème d'avoir des régimes qui sont des régimes séparés, comme je le disais, autonomes, pas hiérarchisés, et donc qui chacun de son côté avancent, font leur petit bonhomme de chemin. On a eu ces difficultés aussi entre le climat et l'ozone. On a vu à un moment que les décisions prises dans le cadre du climat pouvaient empêcher la restauration de la couche d'ozone parce que les États ne prenaient pas en compte dans ce cas l'enjeu ozone. Et donc, on a quand même des difficultés importantes qui viennent de cette gouvernance internationale fragmentée. Et justement, quand les scientifiques font ce tableau des frontières planétaires, identifient les seuils biophysiques qu'il ne faut pas dépasser, ils expliquent tout de suite qu'en réalité, tout est lié. Évidemment, le climat est lié à la biodiversité est liée au climat. Dans les seuils, il y a l'occupation des sols, donc la déforestation, il y a l'acidification des océans. On a une complexité, en fait, de l'environnement, une complexité des menaces sur l'environnement qui fait qu'elles sont toutes en interaction entre elles. Et on a une gouvernance internationale qui est assez pauvre parce qu'elle essaie de faire des catégories, des silos dans lesquels on traite les questions. Donc, comment faire pour avancer? Moi, je pense qu'il faut développer la collaboration entre les régimes. Il faut un changement d'approche. Je pense qu'il est en cours. Dans le cadre de la biodiversité, ça fait assez longtemps. La biodiversité, la COP sur la biodiversité a toujours été très ouverte aux enjeux climatiques et a toujours essayé de les prendre en compte. En revanche, dans le cadre du climat, peut-être parce que dans le cadre du climat, on a cette idée un peu les négociateurs ont cette idée qu'ils sont plus importants, que c'est au-dessus, c'est l'enjeu numéro 1. Il y a eu au contraire des décisions qui ont été prises, qui ont conduit à
à détruire la biodiversité, notamment dans le cadre du mécanisme pour un développement propre, de certains projets qui ont été établis pour, par exemple, reforester, mais qui ont conduit à des forêts primaires, en fait, pour faire des plantations qui permettaient de séquestrer du carbone assez vite, mais avec des vues à très court terme. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter dans le futur. Je pense que les choses évoluent. On a vu là, lors de la COP, première partie de la COP sur la biodiversité, beaucoup de discussions sur le climat. À l'ONU, beaucoup de discussions aussi sur l'articulation climat-biodiversité. Donc, j'ai l'impression que dans les années qui viennent, ces enjeux biodiversité vont être mieux pris en compte par la COP climat et c'est très positif. Maintenant, je pense qu'on pourrait imaginer même des réunions conjointes, peut-être pas une COP conjointe, mais des organes scientifiques ou des organes de mise en œuvre. Parce que ce qui est troublant, c'est que ce sont les mêmes États qui sont d'un côté et de l'autre, mais ils prennent des décisions parfois qui sont contradictoires dans un forum et dans l'autre. Donc, on voit pour les produits chimiques qu'il y a des réunions conjointes, des COP sur les produits chimiques. Et ça a été un processus très positif. Voilà, améliorer la coopération aussi au niveau des secrétariats. Les secrétariats des conventions sont très importants et jouent un rôle très important. Et donc, un secrétariat qui est bien au fait des risques, des dangers, peut orienter de manière assez positive les décisions politiques. Donc, ce sont des pistes. Mais voilà, pour l'instant, je crois que c'est le fait de convaincre que les questions de biodiversité sont aussi importantes que les questions climatiques permet d'équilibrer les choses sur le plan politique et, à mon avis, va faire en sorte que ces questions de biodiversité vont être mieux prises en compte par le climat. Et toutes ces dernières années, on s'est mis à parler de plus en plus des solutions fondées sur la nature. Et les solutions fondées sur la nature sont justement des solutions qui permettent de résoudre les questions climatiques en s'intéressant à la biodiversité. Et elles sont aussi vues dans le cadre de la biodiversité comme solutions à la crise de la biodiversité qui peuvent permettre de jouer aussi pour le climat. Donc, j'ai l'impression que les évolutions sont assez positives de ce point de vue, mais on verra. Sur les contributions nationales déterminées, c'était la troisième question. Est-ce qu'elles nous permettent d'atteindre 1,5 degré ? Non, certainement pas. Certainement pas pour l'instant non plus 2 degrés et encore moins nettement en dessous de 2 degrés. Selon les dernières évaluations, elles nous mènent plutôt à 2,7 degrés à la fin du siècle, sachant que tout ne s'arrête pas à la fin du siècle. Et 2,7 degrés à la fin du siècle, ça veut dire que ça continue à augmenter dans le futur potentiellement. Donc, non, on n'est pas du tout sur la trajectoire posée par l'accord de Paris et c'est une vraie difficulté. Sans l'accord de Paris, selon les scientifiques, on aurait été à la fin du siècle entre 4, 4,5, 5 degrés, peut-être même davantage. Donc c'est quand même mieux, mais c'est trop peu. Et c'est très certainement dépasser la limite planétaire et entrer dans une zone extrêmement dangereuse pour l'humanité. La quatrième question était sur les objectifs mondiaux de développement durable, s'agissant de savoir s'ils vont être atteints, ces objectifs. Je suis pas devine, je ne lis pas dans le marc de café, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même une approche intéressante, ces ODD. C'est très certainement l'élément le plus important de la conférence Rio+20. C'est ce qui est ressorti finalement de la conférence Rio+20. Et on voit très bien que ces objectifs, ils parviennent à orienter l'action internationale, l'action des institutions internationales, l'action des États à l'échelle internationale dans la coopération, mais aussi à l'échelle nationale. Beaucoup d'États se sont saisis de ces ODD pour les mettre en œuvre. Et donc, c'est un mouvement intéressant. Donc, même s'ils ne sont pas atteints,
En tout cas, je pense qu'ils ont un impact. Difficile de dire s'ils seront atteints. Certainement, ne seront pas tous atteints. Il faudra définir de nouveaux ODD. Mais bon, c'est un peu un processus comme ça, itératif. Ensuite, il y avait la question d'Inès sur le changement de la révision de la contribution brésilienne. Donc, effectivement, je crois que la nouvelle contribution brésilienne est discutée à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, s'agissant de savoir si cette contribution n'est pas moins ambitieuse que la précédente. Et comme je vous le disais, il n'y a pas véritablement de contrôle international sur le contenu des contributions nationales. Les États ont l'obligation de faire des contributions plus ambitieuses à chaque fois, mais dans le processus, il n'y a pas vraiment d'étape de contrôle de ce point de vue. Et c'est certainement une lacune du processus parce que c'est facile de travailler les chiffres, d'avoir des contributions un peu plus vagues, plus imprécises. Donc, j'ai l'impression que cela peut quand même avoir des conséquences à l'échelle nationale. Il me semble avoir vu qu'il y avait un contentieux national qui avait été lancé de ce point de vue, donc un procès climatique dans le cadre duquel la contribution brésilienne est contestée comme étant insuffisamment ambitieuse. À l'échelle internationale, je pense que malgré tout, il devrait y avoir des discussions lors des COP, en particulier dans le cadre de transparence et du dialogue, ne serait-ce que du dialogue, de l'examen par les experts, puis du dialogue politique. On peut très bien imaginer que cela vienne quand même sur la table et que le Brésil soit amené à se justifier. Et on peut aussi, bien entendu, imaginer que certains financements internationaux soient retirés au Brésil si d'autres États étaient convaincus que, de ce point de vue, le Brésil n'honore pas en fait ses engagements dans le cadre de l'accord de Paris. Donc, je dirais affaire à suivre. Sur la 6e question, alors c'était la question d'Anna, qui était en fait une série de questions de mon amie Anna. Je suis assez d'accord sur le fait que l'important, c'était d'avoir l'accord de Paris. L'important, c'était de poser à l'échelle internationale cet objectif de neutralité carbone d'ici la fin du siècle. Ça a quand même assez bien marché, ne serait-ce que sur l'objectif de neutralité carbone. Les États sont allés plus vite et plus loin que ce qui était prévu, puisque beaucoup d'États ont posé un objectif de neutralité carbone en 2040, ou plus souvent en 2050, voire en 2060 pour la Chine. Donc, c'est plutôt que ce qu'on imaginait. Ce sont des objectifs très ambitieux. Et en réalité, si les États les mettent en œuvre, on se retrouve sur la bonne trajectoire, quasiment proche de 1,5 degré. Donc ça a bien marché. C'est en cela que c'est un succès politique. Je trouve qu'on peut dire que l'accord de Paris est un succès politique. Mais maintenant, je pense, Anna, tu as raison. Maintenant, il faut se retrousser les manches, il faut travailler, il faut mettre en œuvre l'accord de Paris, il faut le faire nationalement. Et je pense que les discussions techniques lors des COP sont de moins en moins acceptées, comprises par l'opinion publique. C'est en particulier le cas des mouvements de jeunes, mais pas seulement, aussi de la part des plus vieux, où les gens disent, mais enfin, c'est pas possible. Maintenant, on est tous d'accord sur ce qu'il faut faire. Bon, allons-y. Et en fait, les États continuent à négocier. Et je suis persuadée que lors de cette COP, tout ne va pas être réglé. Les négociateurs vont garder quelques petits morceaux pour les COP suivantes. Et donc, on a un peu l'impression d'un processus qui s'auto-entretient. Certains disent pour le bénéfice des professionnels de cette diplomatie climatique. En tout cas, ce n'est pas pour le bénéfice de l'humanité ni de la planète. Maintenant, comment on peut évoluer? Ça reste très difficile. Comme tu le soulignais, Anna, la souveraineté des États reste aujourd'hui un élément central du droit international, de la société internationale.
on a beaucoup de difficultés à contraindre les États. Et donc, il faut arriver à les convaincre plus qu'à les contraindre. Et c'est difficile. Je ne vois pas très bien qu'on sorte de ce schéma dans lequel la souveraineté est centrale. Donc, il va falloir continuer à convaincre. Mais les temps de la diplomatie, la lenteur de la diplomatie, elle est de moins en moins acceptée face à l'urgence, en fait, climatique. Mais je pense qu'on a les mêmes débats ou discussions à l'échelle nationale dans beaucoup de pays où on se dit la démocratie, finalement, telle qu'on la conçoit, l'état de droit, sont souvent des obstacles à l'adoption de mesures fortes pour la protection de l'environnement. Et donc, il y a toute une série de personnes qui se disent que peut-être un jour, il va falloir prendre des mesures contraignantes et que les régimes démocratiques ne sont pas les régimes adaptés pour cela. Alors, est-ce qu'il faut souhaiter qu'on aille vers des dictatures vertes? Je ne suis pas certaine. Je n'aimerais pas qu'on en arrive là, mais c'est la même chose à l'échelle internationale, à l'échelle nationale. Comment arriver à convaincre les États qui ont bien d'autres priorités, qui ont bien d'autres préoccupations? On voit que les dommages climatiques sont chaque année plus importants et touchent de plus en plus de personnes. Dans le futur, potentiellement, ça pourrait être dévastateur, coûter énormément d'argent. On sait rationnellement que les mesures, il faudrait les prendre aujourd'hui, même il aurait fallu les prendre hier, que si on avait déjà à Copenhague amorcé des trajectoires plus favorables, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Et pourtant, on continue de temporiser. Donc, personnellement, je n'ai pas la solution. Mais c'est vrai que c'est court-termiste, c'est des vues à court terme et que la pandémie, finalement, a bien montré à la fois le lien entre les questions environnementales et sanitaires et puis la communauté mondiale que nous sommes, non pas seulement d'êtres humains et non humains, qui est sans limite. Et on a des modes de gouvernance et un droit qui ne sont pas vraiment adaptés à tout ça. Mais voilà, si vous avez des idées, ça m'intéresse. Merci beaucoup. Bom, muitíssimo obrigada, professora Sandrine. Acho que conseguiu responder todas as perguntas, mas também deixou aqui uma conexão com as próximas aulas que ocorreram ao longo da semana. Então, nós já estamos aí próximos a meio-dia. Eu sei que há ainda duas questões que eu vou lê-las, mas que ficarão para os próximos dias, principalmente, né, pelo conteúdo das duas perguntas, para o último dia, que eu vi que as duas perguntas que foram inseridas, né, no momento posterior às primeiras mencionadas, fazem uma conexão com o ambiente marinho, né? Eu vou até já ler, professora Sandrine, que aí a gente deixa essas duas questões para o último dia e depois, claro, também reúne perguntas relacionadas ao mar, aos oceanos, no último dia. As duas perguntas foram cohabitation de la RCMD et de la non-discrimination des États. Quel modèle possible pour la réduction maritime des émissions de gaz d'effet de serre dans le cadre de l'Organisation maritime internationale? C'est une première question. Et la deuxième é em português. Desculpa, Wendel. Percebe-se um clima muito belicoso e retroativo por diversos estados no Acordo do Clima, como os Estados Unidos. Poderia avaliar os debates na biodiversidade, como no contexto da biodiversidade marinha, além da jurisdição nacional, ou seja, no contexto das negociações BBNJ? Então, a gente deixa essas duas perguntas para o último dia, pois o último dia fará uma interface com o meio ambiente marinho e nós já estamos ali no limite do horário previsto para hoje.
Então, relembrando, pessoal, aqui a nossa agenda, né? Hoje foi o primeiro dia do minicurso, tratou dos processos de negociação, tanto de clima quanto de biodiversidade. Amanhã, dia 19, o tema será Direito Internacional e Biodiversidade, então um foco mais específico na biodiversidade. No dia 20, o foco será na biodiversidade e também um pouco de mudanças climáticas. E no último dia, na quinta-feira, uma conexão entre biodiversidade, mudanças climáticas e conservação do ambiente marinho. Certo? A programação está lá no site do GERN, imagino que todos vocês tenham tido acesso ao banner de divulgação, as inscrições, para quem eventualmente não tenha feito, né, estão sendo feitas pelo Simpla, mas por dia vocês receberão um e-mail com a divulgação do link Zoom. Para cada dia haverá um link Zoom diferente. E o controle de presença, ele será feito por dia também, então hoje foi enviado um formulário Zoom, que acredito que a maioria tenha tido acesso aqui pelo chat do Zoom, e ele vai ficar aberto a cada dia por 10 minutos, para que vocês preencham ali os dados solicitados e que a gente possa conferir posteriormente a presença de 70% do curso para obtenção de certificado. Claro, quem não puder ficar 70%, né, pode acompanhar o que puder, mas não obterá o certificado. E eu digo isso porque esse minicurso, ele foi registrado como uma atividade de extensão da Faculdade de Direito e do Instituto de Relações Internacionais, e para que nós possamos, né, emitir o certificado, a necessidade dessa presença conferida, né, de 70% aqui do curso, de presença em 70% do curso. Né, e eu aproveito a oportunidade para agradecer também a coordenação de extensão da universidade e os coordenadores de extensão da Faculdade de Direito e do Instituto de Relações Internacionais. No Direito é a professora Mariana Devesas, acho que no Instituto de Relações Internacionais é o professor Tiago, me esqueci o sobrenome, Ana, mas ambos nos auxiliaram aqui. Ambos nos auxiliaram no processo de registro do minicurso como uma atividade de extensão da universidade. Isso também nos permitiu abrir o curso para mais pessoas, além da universidade, né, pessoas que tivessem interesse no tema. Então, ficam aqui meus sinceros agradecimentos à professora Sandrine, à professora Ana Flávia, à professora Inês, a todos os professores envolvidos na organização, professores e professoras, né, a professora Gabriela, que nos acompanhou aqui também, eu vi, e ainda está em licença maternidade, mas sempre ativa em todas as atividades do GERN e da universidade de modo geral. Agradecer a equipe do GERN, a equipe da Finatec, né, que eu agradeci no início já, agradecer o Wendel, o tradutor, que deve ter tido aí dificuldade, principalmente com os brasileiros, né, porque a Sandrine falou bem pausadamente, mas nós brasileiras e brasileiros, às vezes, esquecemos de falar pausadamente, né? Vou trabalhar nisso para os próximos dias, Wendel, e nos vemos, então, amanhã. Duas últimas observações. Há perguntas e textos norteadores aqui para o curso. Os textos estão inseridos lá no GERN, no site do GERN. Eu vi aqui no bate-papo que houve dificuldade para fazer o download desses textos, então eu acredito que a Sara tenha inserido aqui no chat do Zoom, espero que tenha dado certo para vocês baixarem. Se não tiver dado certo aqui pelo chat do Zoom, nós vamos ver o que ocorreu lá no site do GERN para que os textos estejam disponíveis. Então, aproveitem a semana para fazer essas leituras, para refletir sobre as perguntas norteadoras deixadas pela professora Sandrine, e no último dia, a ideia é que a gente resgate essas perguntas também, faça um debate no final com base nessas perguntas, e os textos norteadores serão muito úteis para que vocês possam respondê-las já no último dia aqui do mini curso, certo? Então, agradeço a todos e a todas, vou pedir
para tanto as professoras quanto também a comissão organizadora possa abrir os vídeos aqui. Eu sei que os participantes não podem hoje abrir o vídeo, talvez no último dia, se a gente conseguir, vou ver com a equipe técnica aqui da Finatec, Aline, Júlio, se no último dia a gente pode abrir o vídeo de todo mundo para fazer fotos, né, com a presença de todos e todas, mas eu pediria que todos abram o vídeo aqui, que estão na comissão organizadora, para a gente fazer uma foto do primeiro dia, né, fazer um sorrir aqui no último dia, virtualmente. Então, eu pediria ao Júlio que deixe em modo galeria, Júlio, para a gente fazer essa foto aqui com todos e todas. Então, quem já tiver, né, que se despedir de hoje, nos vemos amanhã, e agradeço a presença aqui considerável, acho que ao longo de toda a manhã tivemos mais ou menos aí 80, 90, quase 100 pessoas, para você ver o interesse na temática, professora Sandrine. Então, vamos abrir aqui os vídeos e fazer uma foto. Quem souber fazer um print da tela, porque senão vai aparecer, eu vou aparecer aqui fazendo com o celular aqui, eu não sei fazer print da tela. Fernanda, Naomi, Sara, se souberem. Print screen. Isso. Então, podemos fazer. Alguém vai fazer? Só me avisem para eu saber. Sim, Fernanda. Ótimo. Então, vamos lá. Sorrisos. Ótimo, Fernanda. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e a todas. Fernanda, Naomi, Sara, Paula, Inês, Ana, Sandrine, Júlio, Wendel, todos e todas que estão aqui na comissão organizadora do GERN, de pesquisadores e pesquisadoras, professores e professoras, e até amanhã.